Buongiorno. Buongiorno. Bonjour à vous qui allez nous suivre pour ce parcours sonore sous les traces de Raphaël. Avant de commencer, je pense qu'il est nécessaire de faire rapidement les présentations. Je suis Isabelle d'Este, originaire du duché de Ferrare. Je suis née en 1474, 9 ans avant Raphaël, et morte en 1539. Devenue marquise de Mantoue par mon mariage avec François II Gonzague en 1390, j'avais 15 ans, j'ai fait de la cour de cette ville un foyer des arts et de la pensée. Je chérissais tout particulièrement la peinture et la musique. Je rappelle qu'à cette époque, l'Italie telle que vous la connaissez aujourd'hui n'existait pas encore. On y trouvait à la place une mosaïque d'États et des provinces, des républiques, des marquisats, des comtés et des duchés. Je dois l'avouer, même si c'est la phrase quelque peu ma légendaire retenue, je suis une figure incontournable de mon temps. Comme vous l'avez dit au XXIe siècle, un rouage essentiel de toutes les manœuvres politiques complexes qui se jouaient dans ces années-là. Certains livres d'histoire m'appellent même la première dame de la Renaissance. En tout cas, j'ai évidemment bien connu Raphaël. Je lui ai commandé plusieurs œuvres, comme je l'ai fait avec Andrea Mantegna ou Léonard da Vinci. Même si vous verrez que je n'ai pas toujours eu de chance. Quant à moi, je suis Baldassarre Castiglione, comte de Novillara. Écrivain, diplomate, je dois dire que je suis moi aussi une grande figure de la Renaissance. Je suis né en 1578, à Mantoue. J'ai seulement 5 ans de plus que Raphaël. Et j'ai été attaché à la cour du marquis de cette ville, le mari d'Isabelle, jusqu'en 1504. Cette année-là, j'ai rejoint celle du duc d'Urbino, Guidobaldo da Montefeltro. Sous son règne et celui de son épouse, la duchesse Elisabetta Gonzague, qui est la sœur du mari d'Isabelle, pour laquelle j'ai toujours eu un petit faible, la cour d'Urbino fut la plus raffinée de toute l'Italie. C'est là que j'ai rencontré Raphaël, que j'ai ensuite retrouvé à Rome. Lui et moi avons été des amis proches. En 1521, un an après sa mort, je commençais une carrière ecclésiastique et j'ai été envoyé par le pape en Espagne, où la peste m'a emporté en 1529. Je suis resté dans l'histoire à cause de mon livre Le Courtisan, publié un an avant, et qui est devenu au XVIe et XVIIe siècle, dans toute l'Europe, la véritable Bible du parfait gentilhomme. Il faut que vous nous racontiez cela. On y va ? Votre Excellence, marquise, vous ici? Monsieur le comte, et c'est bien vous, Baldassare? Ma chère, nous sommes en France. Vous pouvez m'appeler Balthazar. Balthazar Castiglione. Quelle joie de vous revoir. Alors appelez-moi Isabelle. Après tout, c'est vrai, nous ne sommes plus au XVIe siècle. Et puis, nous sommes morts, vous et moi. Nous pouvons bien faire fi pendant quelques instants des règles de l'étiquette. Si je m'attendais à retrouver la marquise de Mantoue à Lille, dans ce palais. Oh, combien nous en avons vu, vous et moi, des palais. Et puis, pour notre cher Raphaël, je serais capable d'aller au bout du monde. Quelle joie de vous revoir, Balthazar. Nous avons tellement de choses à nous raconter. Mais venez donc avec moi. Retournons un peu à Pérouse, en bas de cet escalier. Perugia. Vous vous rappelez? Si ricorda? Certo. Et voyez, c'est Pietro Vannucci, le Pérugin, le plus grand peintre de son époque, et le premier maître de notre ami. Le plus grand, c'est vous qui le dites. J'avoue avoir été quelque peu déçu par la toile qui m'avait livrée pour mon studiolo du palais San Giorgio à Mantoue. Le combat de l'amour et de la chasteté. Giusto. Je me rappelle très bien, c'était 1503. J'étais encore à la cour de votre mari, le marquis Francesco, à Mantoue à cette époque. J'ose préférer qu'il utilise la peinture à l'huile plutôt que la tempera. Je comprends, d'autant que, comme Leonardo, il avait très tôt opté pour l'huile. Mais tout de même, Excellence, pardon, Isabelle, quelle splendeur que votre studiolo. Ce cabinet de travail est orné de toutes ces peintures, rempli de livres, d'instruments de musique, le comble du raffinement. Étiez-vous au courant, Balthazar, que certains historiens ont mis en doute le fait que Raphaël ait étudié auprès du Pérugin? Je sais bien qu'il est né à Urbino. En 1483. Et qu'il est sans doute resté jusqu'à 1495, voire 1499. Je sais aussi que Vasari a beaucoup déformé la réalité. Ah, ça oui, quel toupet ce Vasari. Mais le doute n'est pas permis.
Raphaël a fréquenté l'atelier du père Jean. C'est forcément de lui qui tient cette délicatesse de traits, ces drapés aux plis marqués. Cette douceur de la lumière et des couleurs. On retrouve aussi certaines poses. Voyez la posture péruginesque du Christ du rétable Baronci. Oui, même si plus tard, sous l'influence de Léonard et de Michel-Ange, Raphaël est parvenu à insuffler à ses figures un mouvement autrement plus moderne. Je retrouve aussi la marque du père Jean dans la manière de traiter les paysages, qui n'est plus simplement décoratif, mais qui interagit véritablement avec le premier plan, même si là encore, la rencontre avec la peinture de Léonard l'a fait beaucoup évoluer avec l'usage du sfumato. Un mot bien difficile à traduire en français. Enfumé negerseillant, pour désigner cette technique qui consiste à flouter les contours du sujet représenté. Puisque vous parlez de technique, on retrouve aussi chez Raphaël cette peinture épaisse, les vernis à l'huile qu'il utilise très finement sous les zones de chair et de manière plus marquée dans les ombres et les vêtements plus foncés, caractéristique du père Jean. Isabelle, même au bout de 5 siècles, votre œil est toujours aussi aiguisé. Mais vous conviendrez avec moi que, très rapidement, l'élève s'est émancipé du maître. Et l'a même dépassé. On le voit dans les œuvres qu'il réalise avant son départ pour Florence. Prenez le mariage de la Vierge, qu'il a peint pour l'église San Francesco de Città di Castello. Comparé à celui que Perugin avait livré sur le même sujet, son sposalizio, lui, possède une puissance singulière. Vous parliez tout à l'heure du rétable Baronci. Avez-vous su qu'il avait été en partie détruit dans un tremblement de terre? Oui, j'ai appris cela. Ça s'est passé en 1789. Quelle tristesse! Heureusement qu'il nous reste encore quelques dessins, les dessins de l'île. Voyez cet ange tenant un phylactère, cette bande de parchemins sur lesquels sont inscrits des versets de la Bible. D'ailleurs, quelle belle collection que celle que le chevalier Vicard a léguée à la ville de Lille. Des montants, des telles esquisses s'est collectionné déjà. Les concepts même d'esquisses venaient d'apparaître. C'est ce mot, qui veut dire giclure, G en italien, qui a donné les mots français esquisse. Quoi qu'il en soit, dès l'année 1500... L'année de naissance de mon fils, mon Federico. Dès 1500, je disais, j'entendais déjà parler de Raphaël comme d'un maître. Oui, moi aussi. Et dire qu'il n'avait que 17 ans. Mon Dieu, mais quelle précocité. Je ne l'ai rencontré que plus tard. J'aurais aimé voir quel adolescent il était. Oh, je ne doute pas qu'il ait été déjà l'homme exquis et tellement sociable que j'ai connu. Et bien fait de sa personne, ce qui ne gâche rien. Quelle élégance de sa part que de rendre hommage à son cher Bramante, que l'on a parfois pris pour Perugin, en le représentant dans sa fresque l'école d'Athènes, pour la chambre de la signature du Vatican. Oui, cet homme, Raphaël, cultivait l'harmonie sous toutes ses formes, dans sa peinture, mais aussi dans sa vie et dans son comportement en société. Certainement l'une des personnalités les plus inspirantes et les plus attachantes que j'ai côtoyées. Un parfait gentilhomme, un authentique courtisan, un vero cortigiano. Voilà un compliment de taille, venant de la part d'un homme que l'empereur Charles Quint a décrit comme l'un des plus parfaits chevaliers au monde. Oui, c'est ce qu'il a déclaré quand vous êtes mort. Mais il est vrai que même avec moi, qui n'était après tout qu'une commanditaire parmi d'autres, Raphaël a toujours été d'un commerce des plus plaisants. Ce n'était pas un simple flatteur. Vous avez remarqué que c'est le sens que les gens du XXIe siècle donnent généralement au mot de courtisan? Raphaël était un vrai courtisan de la Renaissance. Un gentilhomme, oui. Vous atténuez quelque peu vos mérites, Isabelle, même si votre modestie vous honore. Vous le savez comme moi, vous avez été l'inspiratrice ou la modératrice de tout ce qui s'est fait à l'époque, en matière d'art comme de politique. En ce qui me concerne, même si c'est surtout à Rome que nous sommes devenus proches, lui et moi, cette noblesse de comportement m'a frappé dès ma première rencontre avec Raphaël. C'était à la cour d'Urbino. Il était déjà parti quand je suis arrivé, en 1504. Quand vous avez osé quitter la cour de mon mari. Isabelle, je sais que vous avez très bien compris ce départ. Urbino était la plus fastueuse, la plus effervescente des cours d'Italie. Songez, la ville de Piero della Francesca, de l'architecte Bramante. Vous rappelez-vous le palais ducal, avec ses 2 loggias et les 2 tours dominant la ville et le paysage. Ces salles somptueuses, l'un des plus beaux palais de toute l'Italie. Ce n'était plus un palais, mais une ville en forme de palais. Et puis là-bas, vous avez retrouvé ma belle-sœur, cette chère Elisabeth,
devenue duchesse d'Urbino, l'heureuse femme. La belle Elisabeth. Vous n'êtes pas sans savoir quelle admiration et quel respect j'avais pour elle. Ah, je le sais bien, cher Balthazar. Je trouve d'ailleurs que Raphaël ne l'a guère favorisée dans le portrait qu'il a fait d'elle, vers 1504. Oh, je partage votre opinion. C'est une peinture splendide, mais qui ne rend pas vraiment justice à sa beauté. Je sais bien qu'elle avait déjà plus de 30 ans, mais elle paraît bien vieille. Bref, sous l'égide de Montefeltro, Frédéric III, puis son fils Guidobaldo Ier, donc le pouls de votre belle-sœur, Urbino était devenu « the place to be », comme disent les gens d'aujourd'hui, il poste giusto. C'est la cour d'Urbino que j'ai prise pour modèle dans mon livre du courtisan, que j'ai publié un an avant de mourir en 1529. Je pense que le fait d'être né à Urbino et d'avoir grandi au sein de cette cour où son propre père était peintre et poète a fait beaucoup pour former le caractère et l'aisance sociale de Raphaël. Cela m'avait marqué lorsque j'ai fait sa connaissance, à l'occasion de l'un de ses fréquents passages dans la ville. Il était comme un poisson dans l'eau. C'est l'époque de ses nombreux voyages à travers l'Italie, lorsqu'il s'est trouvé à Florence. Allons-y, voulez-vous? A Firenze? Oh, con piacere, avec plaisir.